Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Transmission, le podcast qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. Aujourd'hui, nous allons avoir un podcast dédié à l'actu ciné confiné. Comme vous pouvez l'entendre, pas d'Olivier ce soir derrière le micro, je vais assurer l'intérim, mais on se retrouvera au complet pour une prochaine émission d'actualité. Alors aujourd'hui, derrière le micro et derrière leur écran, avec leur teint blafard, tout droit sorti de la palette graphique de Zack Snyder ou de Denis Villeneuve, je suis accompagné de Lucien. Bonsoir Lucien. Salut, Villeneuve, ça peut être coloré. Hein. Salut Julien, salut Manu. Et donc de salut Manuel. Salut Manuel. Salut les amis. Voilà. Donc Julien, évidemment, est au micro. Pendant une petite heure, on va vous parler aujourd'hui de Palm Springs, la comédie romantique sans fin Made in Sundance. On va aussi vous parler du moyen-métrage d'animation Joseph, du dessinateur de presse Aurel. On fera un petit détour par le monde d'après, celui de Marvel et de DC Comics avec Chérie, la cerise sur le gâteau des frères Russo, ainsi que du nouveau montage de Justice League, la fresque super-héroïque en slow motion de Zack Snyder. Et alors pour terminer, on ira prendre des nouvelles de Pedro Almodovar et de Tilda Swinton avec The Human Voice, la voix humaine, l'adaptation très libre de la pièce de théâtre de Jean Cocteau. Alors, sans plus attendre, on enclenche le compte à rebours, c'est Transmission, épisode 44. C'est parti. Good day so far? Today, tomorrow, it's all the same. You! What is going on? Hey, get out of the water! Guess you followed me. It's one of those infinite time loop situations you might have heard about. That I might have heard about. Yeah. The second you fall asleep, it all just goes back to the start. I drove all the way back home to Austin, and I still woke up here. One time I smoked a bunch of crystal and made it all the way to Equatorial Guinea. It was a huge waste of time. So now what do we do? You just have to embrace the fact that nothing matters. There's a bomb in the cake. Don't worry. I used to be a bomb guy. Stand back! Oh my God! Let me make it plain. Gotta make way for It's gonna be a beautiful wedding. On débute donc sur une note légère avec Palm Springs, la comédie romantique qui met en scène Niles et Sarah coincés dans une boucle temporelle et condamnés à revivre ensemble jour après jour la même journée. Un pitch qui n'est pas sans rappeler évidemment le film culte d'Harold Ramis, Un jour sans fin, avec Bill Murray. Alors au casting, dans le rôle de Niles, on retrouve un autre habitué du Saturday Night Live, Andy Samberg. À ses côtés dans cette journée sans lendemain, c'est Christine Milioti, qu'on apercevait de manière assez discrète dans Le Loup de Wall Street, et elle interprète Sarah. Le film est signé par deux inconnus, Mark Barbakow et Andy Sira, respectivement à la réalisation et au scénario. Projeté en avant-première à Sundance l'année dernière, le film détient le record du film le plus cher vendu à Sundance, puisqu'il a été acheté pour la coquette somme de 22 millions de dollars. Disponible sur Amazon Prime depuis le 12 février dernier. Chers amis, je vais vous écouter. Qu'avez-vous pensé de ce nouveau jour sans fin et sans marmotte ? Lucien va commencer. Déjà, je pense qu'il serait plutôt dans l'intérêt du film de ne pas le comparer à Un jour sans fin, même si je pense que malgré son gimmick sous forme d'éternel recommencement, le film arrive quand même à pas être trop attendu. Désolé de t'interrompre Lucien, mais à mon sens, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est justement pas un gimmick en tant que tel, parce que contrairement à beaucoup d'autres films qui ont pris la suite d'Un jour sans fin, c'est un film justement qui a conscience d'arriver après, et qui justement ne tombe pas dans le piège de te raconter une deuxième fois quelque chose que tu connais déjà, ou te réexpliquer le concept de base de cette boucle temporelle. C'est vraiment un film qui, à mon sens, joue assez intelligemment avec le bagage que peut avoir le spectateur. Là, par exemple, le personnage de Niles est déjà dans une boucle temporelle. Et cette idée que tu as déjà vue, et justement, elle est très bien amenée par justement le comportement de plus en plus décalé que Niles a pendant l'ouverture du film et cette cérémonie de mariage. Parce que justement, le film, il commence quand il y a un élément perturbateur qui arrive justement dans cette boucle temporelle, qui est le personnage de Sarah. Et toute la problématique justement du film, elle est drivée par ce personnage-là. Parce que contrairement à Niles,
qui a pris plutôt le parti en fait de se complaire un petit peu dans cette boucle temporelle. Elle, son problème, c'est qu'elle a littéralement besoin d'en sortir. Parce que, sans spoiler le film, elle a vraiment un besoin vital de sortir de cette journée sans fin pour pouvoir, elle, se reconstruire. Elle peut justement pas y rester comme le fait Niles. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que le film va quand même au bout de son concept, qui est pourtant, qu'on a vu, revu 150 fois, se permet plein de choses, parfois un peu étranges et inattendues, sans chercher à trop les expliquer, voire sans les expliquer du tout. Et en fait, c'est assez fluide, quoi. Ça marche, ça coule. Le film est en effet tellement simple dans son approche par rapport à un concept qu'il est devenu parce qu'on le connaît, mais qui ne l'est pas en tant que tel. Ça rend l'ensemble, à mon sens, assez fluide et assez agréable à regarder, d'autant que le film est très court. Tout à fait. Et puis c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver dans les autres films de la section. Mais après, il faudrait justement peut-être pas minorer cette légèreté ou cette apparence de légèreté qu'a le film, cet aspect feel good. C'est un énorme boulot de montage, d'écriture, de mise en place, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis en plus, c'est quand même un sacré casse-tête justement à l'écriture, parce que même si la mise en scène est assez classique, si t'as pas de grands moments, de grandes envolées de mise en scène pure, il y a quand même un montage qui te rend le tout d'une fluidité quand même assez dingue. Et tu as juste aussi tout un travail assez intelligent, à mon sens, de mise en place autour de chacune des scènes qui va être amenée à se répéter. Typiquement, le moment du réveil, qui est le moment du réveil entre les deux personnages, dans la manière dont il est découpé, monté, de quel côté du lit ils vont se réveiller, tout ça, c'est quelque chose qui évolue tout au long du film, et pour te montrer à la fois aussi l'évolution de la relation entre les deux personnages, la manière dont il va construire par le montage un espace commun entre ces deux personnages, même s'ils sont dans des chambres séparées, qui vont finir par tu vas finir par avoir l'impression qu'ils se réveillent l'un à côté de l'autre. C'est quelque chose qui peut en apparence paraître très simple, mais qui est extrêmement bien vu et extrêmement compliqué en fait. Avec à chaque fois des éléments qui s'ajoutent à ce réveil. Effectivement, à chaque fois des éléments qui viennent apporter un peu plus qui viennent donner au spectateur un peu plus d'éléments sur ce qui se passe et sur comment ça s'est passé cette journée et comment elle va se passer. Ouais, et avant de te rendre la parole à nouveau, Julien, pour rebondir sur ce que disait Manu, je pense que par rapport au montage, qui est en effet au rythme du film, qui est en effet qui est très tenu, il y a un joli travail, je trouve, sur la musique, et je parle pas des chansons intégrées à la narration, mais vraiment de la musique du score, quoi. Qui est très en nappe comme ça, qui rend encore plus fluide. Je suis désolé, ça fait 20 fois que je dis ce mot, mais qui rend encore plus fluide et logique, je vais dire, le rythme, enfin par ces nappes comme ça qui s'étalent. Mais en tout cas, je vous rejoins. Moi, je n'avais rien vu ni entendu sur le film, et effectivement, je sentais un petit peu ça commence un peu comédie potache. Un peu grasse, j'avais peur un peu d'un scénario léger, pseudo-cool, mais au final assez répétitif. Et en fait, j'ai été cueilli happé par le film, parce que je trouve que non seulement il joue habilement, effectivement, comme vous l'avez dit, des éléments qui sont en possession du spectateur, et surtout, là où je le trouve intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, et particulièrement à partir de l'inclusion de Sarah dans cette boucle temporelle, il arrive à déployer, je trouve, une mélancolie, finalement, quelque chose un spleen assez beau assez beau entre les deux personnages, et je trouve que l'évolution qui se passe entre Sarah et Niles est assez belle. Alors, elle est oui, on peut dire que c'est un feel good et qu'il y a des choses un peu sucrées, un peu joliment enrobées, mais je trouve qu'on est complètement avec eux, et que le spleen qui se passe, le spleen qui en sort vis-à-vis du personnage même de Roy, un troisième personnage qui est calé dans cette boucle. Ouais, absolument. Il y a une scène assez belle, hein, avec la scène où il dit qu'il pourra pas voir grandir ses enfants, etc. Je trouve que il y a pas mal d'éléments comme ça qui nous sont donnés, qui finalement nous touchent droit au but, quoi. Parce que tout simplement, à mon sens, c'est qu'au-delà de son concept, c'est un film qui arrive, son concept de SF, de boucle temporelle, il arrive toujours à lier tout ça au parcours de ses personnages, et c'est ça qui finit par rendre le film assez émouvant. Parce que voilà, sans spoiler le film, ce qui bloque Niles dans cette boucle temporelle, c'est un peu d'une certaine manière ce qu'il n'arrive pas à avouer à Sarah.
et qui est quand même un problème qui dépasse, à mon sens, sa relation avec elle. C'est vrai. Et pour elle, justement, son problème à elle, ce qui la pousse à elle vouloir sortir de cette boucle temporelle, c'est également quelque chose qui a trait à quelque chose qu'elle ne dit pas à Niles ou qu'elle évite de lui dire d'une certaine manière. Et justement, un des moments du film où elle va essayer de sortir de cette boucle temporelle en expérimentant le fait de se tuer elle-même, Niles va bien la prévenir en lui disant « Ok, on peut se tuer, on reviendra au point de départ, mais par contre, la souffrance, là, elle est réelle. » Et cette idée de souffrance, cette idée de faire souffrir les autres, c'est un peu quelque chose qui est quand même en filigrane au cœur du film. Tu le vois bien lorsque Niles il finit par révéler à Sarah ce qu'il lui a caché, je ne veux pas spoiler encore une fois, ça a quand même encore une fois trait à cette notion de souffrance qu'il ne veut pas lui infliger ou lui-même s'infliger. Et tout ça, c'est ce qui est toujours le danger dans ce genre d'entreprise, c'est que c'est un éventuel manque de cohérence que le film arrive à éviter tout du long. Par contre, s'il faut aller gratter et chercher un peu, il me semble que dans le recommencement perpétuel de ces journées, le film a tendance parfois à lancer des pistes qu'il ne va pas toujours rattraper. Alors la plupart le sont, et c'est un travail d'orfèvre, hein, parce que voilà, scénaristiquement c'est compliqué à maintenir, je vais dire. Mais je peux pas trop donner d'exemples à proprement parler sans spoiler, mais il m'a semblé en tout cas qu'il y avait 2-3 choses que le film ouvrait sans leur donner de vraies suites. Entre autres, avec tout ce qui tourne entre guillemets autour du marié, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est un film qu'on conseillerait vivement à Christopher Nolan, parce que c'est justement tout l'exemple de comment rendre quelque chose de simple et lisible, de rendre simple et lisible ce concept de boucle temporelle sans chercher, pour moi, à enfumer le spectateur. C'est un film qui fait beaucoup plus profil bas que les films de Christopher Nolan, mais qui est, à mon sens, bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Ouais. Moins intellectuel et plus intelligent. Hein. Nolan, ça me semble être l'inverse de ça. En effet, et on l'a pas dit, mais ça sautera aux yeux de quiconque regardera le film. Il y a quand même un flegme et une nonchalance assez... Enfin, comment il s'appelle, Samberg, c'est ça? Ouais, qui a 42 ans. 42 ans, moi j'ai vu ça tout à l'heure, je trouve ça dingue. Wow. J'ai l'impression qu'il a 25 ans depuis 20 ans. Je lui en donnais facilement 10 de moins, en effet, mais ouais. C'est sûr que il est quand même carrément cool. Hein. Je veux dire, il participe beaucoup à la fraîcheur du film et l'actrice également. Mais le duo fonctionne parfaitement. Je veux dire, pour le coup, il y a une intelligence de casting sur les deux, se complète. Et même, tu prends justement le troisième personnage important du récit qui est interprété par J.K. Simmons, qui est un second rôle récurrent du cinéma américain, qui est toujours... plus ou moins parfait dans les films dans lesquels il intervient. Et là, je veux dire, son personnage est très beau, parce qu'en plus, il le sort un petit peu quand même de la caricature qu'il peut interpréter par moments dans certains blockbusters américains. Et même la scène de post-générique qui arrive en toute fin est hyper belle sur le personnage, sur ce qu'elle dévoile de la relation entre Niles et lui. C'est super beau, parce que c'est à la fois une manière de clore son arc narratif à lui, et de le faire de manière, encore une fois, assez émouvante. Ouais, c'est ça, c'est aussi brièvement et de manière un peu sans se la raconter, quoi, mais c'est quand même comment est-ce qu'on souffre ensemble, comment est-ce qu'on, enfin, il y a quand même quelque chose comme qui se crée au fur et à mesure, et ça fonctionne assez bien. Et pour le coup, je trouve que ça fonctionne mieux entre le personnage de J.K. Simmons et celui de Samberg qu'entre Samberg et son acolyte. Mais ça marche vraiment. Très bien, très bien. Eh ben, écoutez, moi je l'ai vu un dimanche soir, j'ai trouvé ça le moment parfait, mais vraiment parfait pour voir ce film. Bref. C'est un peu un film de dimanche soir. Oui, après donc cette petite virée, je crois qu'on va terminer là, cette petite virée sous le soleil de Californie, on va maintenant changer complètement de décor et d'ambiance, et on va s'attaquer au film d'animation documentaire Joseph. Ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça?
Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés. Régalez-vous. Alors, il y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Allez, bougez-vous les fesses. No passaran. Changement de décor donc et d'ambiance avec Joseph, le premier long métrage d'animation du dessinateur de presse Aurel. Alors ce film a été écrit par Jean-Louis Milesi, le scénariste de Robert Guédiguian, et le film s'attache à raconter la vie bien réelle de Josep Bartoli, dessinateur de presse catalan, militant antifranquiste, amant de Frida Kahlo, qui a été enfermé pendant plusieurs mois dans des camps de concentration du sud de la France avant le début de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt de la 2GM comme ils disent dans le film, et encore avant de rejoindre le Mexique et de faire carrière finalement aux États-Unis. Au casting vocal, on retrouve Sergi Lopez, qui interprète Joseph, et également Valérie Lemercier, Bruno Solo, François Morel ou encore Thomas VDB. Alors labellisé Cannes 2020, le film a été récompensé chez nous au festival Anima, avant de recevoir le prix du meilleur film d'animation au dernier César. Il est sorti en France en salle en septembre 2020, et il est actuellement disponible en DVD Blu-ray ou en VOD sur la plateforme Univers Ciné. C'est Manu qui va débuter sur le film. Est-ce que Joseph mérite autant sa réputation, cher Manuel ? Je commence sur le film parce que je viens du sud de la France, c'est ça le truc, c'est ça la punition, ok. Mais non, c'est un film, moi j'en entendais pas forcément beaucoup puisque je m'étais assez peu renseigné sur le film, là, à part juste le cadre du récit qui est... C'est cette notion de camp de concentration installé dans le sud de la France. Mais j'ai justement eu peur dans le tout début du récit que le film ne soit que autour de cet ancrage historique et de cette page de l'histoire un peu méconnue de l'histoire de France. Parce que notamment le film débute sur une sorte de cadrage un peu historique avec une animation qui est quand même assez minimaliste, assez proche d'un storyboard légèrement animé et colorisé. Et je trouve que le film commence vraiment à décoller quand tout d'un coup il s'ancre vraiment sur ces deux personnages principaux, le narrateur du film qui est ce personnage de gendarme et le personnage de Joseph. Et je trouve pour le coup il arrive assez bien à marier à la fois ce qui est en fait un biopic et aussi d'arriver à insérer au sein de son film, laisser la place à réellement l'œuvre de ce dessinateur de presse et d'arriver à faire coexister à la fois un récit historique et à la fois laisser sa place vraiment à la dimension artistique et de ce qu'est l'œuvre de ce personnage-là, ce qui est un truc quand même assez casse-gueule quand on s'attaque à un biopic, et je le trouve le film le fait plutôt assez bien au final en se déployant. Après, je trouve qu'il y a un vrai flottement dans le début du film, parce que cette histoire de cadrage historique que je reprochais au début, il est quand même... C'est pour moi un petit peu un angle mort qu'a un peu le film, puisqu'il laisse imaginer un sorte de flou sur quel serait le narrateur du film, puisqu'au bout de 50 minutes, il y a une discussion. Parce que le film est raconté par un grand-père à son petit-fils. Et au bout de 50 minutes du film, le récit est interrompu par le petit-fils qui demande à son grand-père « Mais en fait, je croyais que tu étais le dessinateur, que tu n'étais pas le gendarme. » Alors que, en termes d'écriture, ça coule de source que c'est le gendarme. Je veux dire... Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, ces quelques écueils dont tu parles tiennent sur des très courts laps de temps. Enfin, je veux dire, on passe vite à autre chose. Quoi. Oui, non, tout à fait. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais oui. En fait, ce qui est le plus beau dans le film, il me semble, outre sa forme qui est très singulière, que je trouve très belle et très poétique, en fait, c'est justement ce décalage-là, moi, qui m'a le plus parlé. C'est la manière assez brute, assez dure de montrer une certaine forme de réalité, mais avec une forme qui, elle, est ancrée dans quelque chose de tout autre, qui n'est jamais dur, justement, qui est plutôt éthéré, qui est parfois presque pas terminé. Et ça, je trouve que ça fonctionne très bien tout du long du récit, jusqu'à, en effet, plus le récit avance, plus cette forme va s'amouracher de ce qu'était et de ce qu'est l'art de Joseph. Ça fonctionne très bien.
Le film est assez... je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manu là-dessus. Si je devais rajouter un petit... peut-être un autre petit écueil, c'est que le film est très, très prévisible et clair dans ses intentions. Alors, c'est pas toujours une mauvaise chose, particulièrement lorsqu'on veut éventuellement dialoguer avec un public plus jeune. Mais moi, en tant qu'adulte, plus ou moins au courant de ce genre de pages de l'histoire, à certains moments, j'ai pu me dire oui, bon, j'avais compris. Entre autres, j'en plaisantais hors antenne, mais sur la figure du porc utilisée, que ce soit d'abord visuellement, mais aussi à travers dans l'histoire elle-même, qui est un peu lourde à mon sens. J'ai pas particulièrement besoin de ça. Après, ça reste un très joli film, je pense. Moi, je te rejoins aussi, parce que je trouve qu'il y a quelque chose, tu l'as dit en parlant du public plus jeune, mais qui touche qui touche à l'enfance et presque au sentiment qu'on a quand on lit une BD avec ces méchants qui sont effectivement un peu grotesques, ils sont rougeaux, les fachos, il y en a un qui louche, ils ont des voix trop aiguës, etc. Et on peut pas nier effectivement que c'est un film de caricaturiste. Après, je trouve que cette délicatesse-là, elle donne vraiment quelque chose d'assez pur et d'assez joli à ce cinéma-là, qui était effectivement assez singulier. Mais tu en parlais en disant que le dessin n'était pas terminé, c'est qu'il y a quelque chose de... Effectivement, il y a un trait qui est réaliste, je trouve, assez détaillé, mais en même temps, qui laisse une place à l'esquisse, qui laisse une place à l'imagination du spectateur, et à nous aussi de compléter, j'ai l'impression, quelques tableaux. Il y a des tableaux dans la nuit noire, dans des tableaux autour d'un feu de camp assez obscur, etc. Je trouve qu'il y a la place, il y a un espace pour se glisser, en fait. Ça aussi, il me semble que ça rejoint la veine qui a trait à la caricature du film. Dans sa manière, je pense simplement par le fait que généralement les caricaturistes doivent exprimer des idées qui peuvent être plus ou moins profondes en très peu de place, en très peu de mots, en très peu de dessins, en très peu de traits. Et en fait, c'est ce qu'il reproduit dans ce film. Et c'est pour moi peut-être la plus grande qualité du film. Oui, après, il est pas tout le temps inspiré de la même manière. C'est qu'il y a des moments, c'est vrai. Un moment, l'animation est tellement limitée, mais de manière extrêmement schématique dans la manière dont est décrit une action. Alors, à des moments, le découpage se fait beaucoup plus fluide, et à des moments, ça reste encore un petit peu heurté par instant. Mais au final, on se fait à ce rythme-là et on accepte cette économie-là, parce que je pense qu'elle est aussi due à l'économie, à mon avis, assez restreinte du film. Absolument. Donc après cette petite incursion autour d'un pan assez méconnu de l'histoire de France, on va faire le grand écart, le fameux grand écart, et on va faire un petit regard croisé autour de l'univers des super-héros, et pas que, puisqu'on va maintenant parler de Chéri, le nouveau film des réalisateurs stars du MCU, et du tant médiatisé nouveau montage de Justice League par Zack Snyder. I'm 23 years old, and sometimes I wonder if life was wasted on me. I take all the beautiful things to heart, till I about die from it. I had a dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. And it's a nightmare. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Après Man of Steel, Batman vs Superman ou Avengers Endgame, on ne présente plus les frères Russo et Zack Snyder. Grands fossoyeurs de l'univers des super-héros au cinéma ces dernières années, ils reviennent chacun de leur côté en ce début d'année avec 2 films annoncés et vendus comme de grands projets personnels,
Le premier, Sherry, qui raconte l'histoire de Sherry, jeune étudiant américain qui décide de s'enrôler dans l'armée américaine après une peine de cœur et qui revient traumatisé de son expérience sur le front irakien. Le deuxième film n'est autre que le tant attendu, mais par qui, je vous le demande, Zack Snyder Justice League, soit le remontage de 4 heures par Zack Snyder de l'accident industriel Justice League, sorti il y a 4 ans sous la houlette du studio Warner. Alors, vu que je me suis épargné la vision de ces deux films, Manu, Lucien, en quoi peut-on rapprocher ces deux films a priori si différents? C'est vrai qu'on t'a épargné ce calvaire de 6h30. Julien, tu peux, je pense, nous remercier pour ça. Merci. Mais c'est a priori deux films qui pourraient être a priori assez dissemblables, puisque le film des frères Russo se veut dans un ancrage plus réaliste que celui des super-héros de Zack Snyder. Mais c'est pour moi deux films qui se rejoignent dans le manque criant de talent de leur auteur, et surtout dans la manière dont où est piétinée toute notion de storytelling. On a évoqué la durée des deux films, plus de 4 heures pour le nouveau montage de Justice League et 2h30 pour Sherry. La durée d'un film n'est pas un problème en tant que tel, mais appliquée à ces deux films-là, elle n'est jamais justifiée. C'est littéralement des films qui font du surplace, qui n'avancent jamais, parce qu'ils sont avant tout préoccupés de faire du style pour du style, plutôt que de raconter une histoire de A à B, et des histoires qui sont pourtant assez simples dans le cadre de ces deux films. On est quand même bien éloigné du casse-tête scénaristique, par exemple, qui est Palm Springs. Pour moi, c'est quand même des films qui sont quand même hyper compliqués à regarder d'une seule traite. Je parle notamment plus du Zack Snyder Justice League, parce que là, pour le coup, on n'est pas enfermé dans une salle de cinéma, on se retrouve, du fait du Covid, devant nos ordinateurs. Et voilà, moi, c'est quand même chaud de regarder ça d'une seule traite. Moi, j'ai dû quand même m'y reprendre à plusieurs fois pour regarder le film, parce que tout simplement... il n'y a aucune notion de narration, c'est des films qui diluent leurs enjeux narratifs dans une sorte de gloubi-glouga indigeste. Et je trouve que c'est quand même assez ironique de la part notamment des frères Russo, qui avaient fait une sortie à l'époque sur Scorsese, quand Scorsese avait taclé les films de super-héros en disant que ces films-là n'étaient pas du cinéma. Et t'as les frères Russo qui avaient répondu en disant non, mais nous, on est juste deux petits gars qui font des films de manière très, très ironique. Et pourtant, quand tu vois Sherry, et c'est bien là le problème, c'est un film qui cherche absolument à te montrer qu'il fait du cinéma, mais de manière absolument embarrassante, à mon sens. Alors... D'abord, on va être très franc. C'est vrai que c'est pas rendre service. Je sais pas si on doit leur rendre. Je sais pas si les films nous ont rendu service, donc je sais pas s'il faut leur rendre service en retour. Je sais pas. Mais c'est pas rendre service au film que d'en parler en parallèle. Maintenant, bon voilà, les films sont très longs en tant que tels. Je veux dire sur leur contenu à proprement parler. Il y aurait des choses à dire, mais on va pas s'engager là-dedans parce qu'on a autre chose à foutre. Mais ce qui me semble intéressant, enfin ce qui moi m'a frappé le plus dans ces deux films et sur lesquels je pense qu'on peut les mettre en parallèle, même s'il y a évidemment des nuances, c'est à quel point les films utilisent leur mise en scène, parce qu'il y a une mise en scène, mais de manière totalement cosmétique. C'est-à-dire que la mise en scène n'est jamais et de manière très très différente, parce que les films, je pense, ont des ambitions différentes. Mais c'est absolument hallucinant de voir à quel point il y a beaucoup de chichi formel et d'une mise en scène qui est très travaillée. Dans les deux cas, d'un pur point de vue plastique, absolument dégueulasse. Enfin, moi, je trouve les deux films très très laids. Mais surtout, c'est une mise en scène qui n'est jamais ni au service de sa narration, ni au service même de ce que la scène pourrait raconter en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais rien mettre en valeur. Et c'est assez fou. Et en fait, la fin de Cherry m'a même à certains moments fait penser à ce que Xavier Dolan a pu faire de moins bon, mais vraiment dans une manière extrêmement poussive, aussi avec, si mes souvenirs sont bons, beaucoup de ralentis. Le gros souci de Cherry, c'est qu'un film qui est censé te raconter la descente aux enfers d'un soldat atteint de syndrome post-traumatique. Et tu ressens jamais rien, parce que tout cet univers, toute cette descente aux enfers, ça sent la vanille en fait, ce film. Là, tout est hyper éthéré, ça use d'arrière-plan flou, de ralenti. C'est vraiment des effets style, des effets de manche. Par exemple, quand le personnage il part à l'armée, ok, on part à l'armée, et l'armée s'est dit, c'est quoi ?
c'est Full Metal Jacket. Alors, boum, on te balance un film en 1.33 au milieu de ton film en scope, et mais c'est absolument ridicule. C'est vraiment pour moi d'une connerie sans nom. Désolé, je m'énerve, mais une fois que tu as enlevé l'enrobage formel du film, qui en plus ne raconte rien, c'est en plus un film qui est assez faux cul, en fait, parce qu'il cherche à se vendre comme un film un peu antimilitariste avec des clins d'œil appuyés de Tom Holland à la caméra, mais à ce niveau de subversion, c'est vraiment de la subversion de bac à sable. On est vraiment pas du tout dans un film qui est politique. Et puis après, tout à l'heure, on parlait en off et on ironisait justement sur l'anus de Tom Holland. Mais au-delà de la blague, il faut quand même en parler de ce plan-là, quoi. Ce plan-là, il a quand même fallu le conceptualiser, le storyboarder, le tourner, et à aucun moment tu te dis il y a quelqu'un qui semble à un moment s'être questionné, s'être dit qu'est-ce que fout ce plan au milieu du film ? Qu'est-ce qu'il est censé raconter, quoi ? T'es grosso modo à la visite médicale à l'armée et tout d'un coup, tu te retrouves avec une caméra endoscopique dans le cul de Tom Holland, alors qu'il semble avoir un côlon assez profond, puisque vu la profondeur de champ du plan, je sais même pas pourquoi je bâtarde dessus, mais c'est quand même, à mon avis, c'est juste un plan qui est assez caractéristique du manque de point de vue absolu des Russo sur leur film, quoi. Mais c'est comme chez Snyder, c'est pourquoi on fait ça, pourquoi on tourne ce plan, mais parce qu'on peut. Enfin, je veux dire, il y a pas d'autre raison. Ouais, mais quand tu te dis quand même que ces mecs-là, a priori, ce film-là, ils ont plutôt bataillé pour le monter. Du moins, c'est un projet de cœur, a priori. Mais c'est un film qui, au final, est dépourvu de tout point de vue. Et puis moi, je suis désolé, mais je sais même pas dans quel univers ce film se passe. Pour moi, c'est un film qui n'existe pas. Tu prends l'exemple du nom là, des banques que visite Tom Holland, que oui, parce qu'il les visite plus qu'il les braque, à mon sens, c'est City Hall Bank, ou c'est que des noms un peu déformés et extrêmement explicites. C'est fait de manière ultra répétitive, ultra voyante. Et pour moi, c'est quelque chose qui désamorce totalement toute la dimension qui se voudrait critique je dis critique vraiment entre guillemets. Je sais pas dans quel monde évoluent ces personnages-là. Pour moi, c'est vraiment un monde qui est totalement fabriqué, c'est un monde de carton-pâte, quoi. Le personnage est jamais confronté à la dureté de la guerre, à la dureté des choix, le fait d'entraîner sa copine dans la drogue. À aucun moment t'as un sentiment d'âpreté ou de dureté de ce que le personnage a traversé. Et après, pour en revenir, pour terminer avec tout ça, avec la vision de Zack Snyder, putain, mais c'est plus possible pour moi. J'en peux plus, quoi. À un moment, faut se dire, je me suis vraiment fait violence pour regarder le film jusqu'au bout, quoi. Parce que la notion qu'il a de jouer toutes ces scènes sur le même ton, au même niveau, t'as l'impression d'un mec un peu bourré dans une soirée qui te parle toujours très fort alors que la musique s'est arrêtée, que tout le monde est rentré se coucher. Et là tu lui dis, mais tu peux parler un peu doucement, c'est plus la peine de hurler. Et lui te dit non. Mais tout du même acabit, ça en devient pour moi même hyper embarrassant pour tous les acteurs. À des moments, moi j'avais l'impression de me retrouver dans, je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, Remo sans armes et dangereux de Guy Hamilton, là, avec Fred Ward qui évitait les balles en bougeant très vite. Mais là, c'est la version inverse avec tout le monde qui est au ralenti. T'as la version vraiment inversée de ce film-là où faut quand même voir Gal Gadot qui roule des yeux comme c'est pas permis. Au-delà même, c'est une actrice à mon sens assez limitée. On en a déjà parlé, qu'on évoquait Wonder Woman 2 la fois dernière, mais on peut pas dire qu'elle est aidée par la mise en scène de Snyder. Cette psychodisation systématique, gratuite, pour moi, elle finit vraiment par tourner complètement ridicule. Elle joue à l'inverse de ce que voudrait faire Snyder. Puis merde, je sais pas, moi, je suis quand même censé voir un film de super-héros et j'ai l'impression de voir des personnages, de gros teubés qui bougent tout le temps au ralenti. Putain, t'es quand même dans un film où même un gobelet de café est filmé au ralenti. C'est même plus un film de super-héros, c'est juste une pub d'espresso, quoi. Mais c'est particulièrement triste que ce soit chez Snyder avec Willem Dafoe, avec Jeremy Irons, ou enfin avec bien d'autres. Il y a pas mal d'acteurs tout à fait capables, avec Ezra Miller qui est un jeune acteur que j'aime beaucoup, ou chez les frères Russo avec Tom Holland, qui me semble aussi être un jeune acteur intéressant. Ils ont un peu du mal à en tirer quelque chose, ou alors ils le poussent trop loin dans leur délire. Mais pour revenir un peu, parce qu'on n'a pas encore parlé de Michael Mann dans cette émission, alors c'est un peu pour la blague, mais on sait que Michael Mann a visiblement beaucoup aimé Cherry.
Ça m'a semblé, enfin, moi je le savais avant de voir le film, donc j'y ai pensé plusieurs fois, et ça m'a frappé à quel point, en fait, Cherry représente pour moi l'opposé absolu de ce qu'est le cinéma de Michael Mann, à savoir un cinéma qui raconte énormément de très très grandes choses, mine de rien, c'est-à-dire sans jamais mettre ça sur le tapis de manière extrêmement, extrêmement lourde. C'est simplement en observant un certain milieu, un certain monde, une certaine société, etc., que Mann arrive à raconter des grandes choses, là où Cherry en fait va faire beaucoup de chichi et beaucoup de regarder ce que j'ai à raconter comme c'est malin, et au final ne absolument rien raconter. Ouais, et puis t'enlèves la voix off dans Cherry, tu te rends compte que tout aussi stylisé que le film il raconte rien par l'image. Tout est littéralement pré-mâché par la voix off qui surligne absolument tout. Exactement, et raconté de manière extrêmement littérale. C'est ce que je disais au début, mais oui, c'est exactement ça. C'est absolument hallucinant. Et côté Snyder, au niveau narration, on a aussi des problèmes complètement hallucinants. Je sais pas qui laisse passer ça, mais le film fait 4 heures. Je pense que le dernier personnage présenté, il doit arriver à 1h45 de film, en parallèle de quoi l'intrigue, je vais dire, a déjà commencé parce qu'elle commence dès le départ, et donc on se retrouve, enfin, il n'y a aucune structure narrative, du coup dès le départ on s'en fout de tout ce qui se passe, et puis de toute façon la deuxième partie ne rattrape pas le tout, puisqu'en fait on a une sorte de résolution qui dure 1h30 à la fin, on a une sorte d'introduction qui dure plus de 2 heures au début. Entre les deux on a une demi-heure de brouhaha imbitable et regardable. Franchement, je comprends pas comment ce genre de choses peuvent passer seulement sous un hashtag, quoi. Justement, parce que tout tient justement dans ce hashtag, et la force, à mon sens, d'auto-persuasion qu'ont les fans de Snyder, entre le fantasme de films de super-héros adultes, matures, qu'on leur a vendu, et ce qu'il y a réellement à l'écran. Parce qu'en plus, il faut rentrer dans le détail, mais tu sais très bien que dans les meilleures conditions de tournage, sans souci personnel de Snyder, sans interférence du studio, jamais ce film-là aurait vu le jour. Avec ses 4 heures, par exemple, je sais pas, avec la présentation de Flash, c'est quoi ça, la présentation de Flash? C'est des knackis, des putains de knackis au ralenti. Et je parle pas d'un truc qui est périphérique à la scène, c'est littéralement dans la scène et l'enjeu de la scène. Sérieux, sur un film de 4 heures, c'est censé apporter quoi au récit? C'est ça la version adulte et sombre du monde des super-héros? Non mais sans blague. Avec en fond sonore un remake de morceaux de Cocteau Twins qui rend le truc encore plus. Non mais oui, mais je parle même pas de l'adéquation entre la musique, ce ralenti, etc., qui la rend un ridicule achevé. Mais en plus, tu te dis, c'est ça la présentation de ton personnage, parce que c'est quand même la présentation du personnage de Flash dans le film. Hein, mais n'est-ce pas un peu une allégorie, Manu, de Warner et HBO qui jettent des hot dogs sans pain, sans choucroute, sans moutarde et sans ketchup à la plèbe, comme de la même manière qu'ils jettent le Snyder Cut aux tweetos assoiffés de... Non, je plaisante évidemment, cette scène est ridicule. Bien, merci messieurs, ça donne envie de ne jamais voir ces films. Et ben, après cette petite pause knacky, si j'ai bien compris ce qui est dans le film, on va terminer cette émission au programme décidément très éclectique, vu qu'on va enchaîner avec le nouveau court-métrage de Pedro Almodóvar, The Human Voice, ou La Voix humaine, comme vous l'aurez compris. Dernier film au programme de cette émission, The Human Voice ou La Voix humaine, signe la première incursion de Pedro Almodóvar en langue anglaise dans cette adaptation très libre de la pièce de théâtre de Jean Cocteau, dans lequel Almodóvar dirige Tilda Swinton, un chien, et personne d'autre que ses deux protagonistes. Il faut savoir que la pièce d'origine, écrite par Cocteau, elle repose sur un long monologue féminin, voire un soliloque. Nous aurons peut-être l'occasion d'en débattre. Alors ce film a été tourné en juillet dernier, en pleine pandémie Covid, et le film a été présenté à Venise l'année dernière, avant de sortir en salle en Espagne.
Il devait initialement sortir en salle chez nous également, malgré sa durée inhabituelle de 30 minutes. Il est disponible en VOD sur MyCanal et en DVD Blu-ray également. Alors, Lucien n'a malheureusement pas pu voir le film, on l'excuse, et moi, puisque j'ai pas commencé ce soir, alors Manu commence sur les films dans le sud de la France, et moi je commence sur les adaptations théâtrales. On est bien. On n'est pas un cliché près. Hein. La première chose qui saute aux yeux, c'est que on dit souvent aussi une phrase un peu éculée, qu'on reconnaît les grands cinéastes à leur premier plan. Ici, en un seul plan, on peut reconnaître qu'on est chez Almodovar. Rien ne déroge à la règle. Dès le premier plan, on a cette robe rouge, ample, colorée, éclatante. On sait qu'on est chez le cinéaste espagnol. Et la suite va le confirmer avec un travail sur les couleurs, toujours des couleurs magnifiques, vives, vivantes. Je trouve, c'est pas un grand spoil, hein, c'est une femme qui est désespérée. Et même dans les pilules que cette femme veut prendre, on reconnaît, je trouve, des pilules almodovariennes, juste à leur couleur et à leur éclat. Voilà, la mise en scène de Pedro Almodóvar est très sobre, je trouve, des cadres très précis, très millimétrés, et elle laisse vraiment la part belle au numéro d'acteur, enfin au numéro d'actrice, ici de Tilda Swinton, ce qui fait vraiment la force du court-métrage. Mais justement, ce qui est intéressant, Ouais. c'est que justement, il y a un aspect effectivement très théâtral du fait de l'origine de la pièce de Cocteau. Et justement, par sa mise en scène, Almodovar s'amuse beaucoup avec ça, justement, sur la théâtralité de cet intérieur qui se révèle être en fait un intérieur et un décor de théâtre. Et justement, dans les ruptures de ton, les amorces dans le cadre, comment il fait intervenir l'aspect factice de cette histoire et comment il joue aussi de ces couleurs très vives aussi qui rajoutent dans ce côté un peu factice de cette histoire et comment il va faire évoluer justement, bon ça pour le coup c'est assez limpide, mais c'est quelque chose que fait régulièrement Almodovar et qu'a toujours fait Almodovar, ce travail sur les couleurs et l'évolution des personnages au travers de ça et la manière dont elle commence sur cette séquence de début où elle se retrouve prostrée sur cette chaise à se regarder quasiment elle-même par le jeu du découpage en noir comme brûlé, et qui répond à la séquence de fin où littéralement elle se libère un petit peu de cette histoire a priori toxique en faisant brûler le décor. Voilà, il y a un jeu constant entre la progression dramatique du récit, l'état émotionnel de Tilda Swinton au sein de ce récit-là et les tenues qu'elle porte et son environnement. Et ça, pour le coup, le film le fait assez bien. Après, ça reste, à mon sens, l'écueil peut-être du film, c'est que ça reste malgré tout un exercice de style. C'est que je suis très admiratif par la manière dont il joue justement sur à la fois cet aspect théâtral, mais tout en le dynamisant. Mais ça reste quelque chose qui m'étonne assez peu. Je vois plus une virtuosité de narration et d'écriture et de direction d'acteur, parce que ça, on en parle assez peu et tu pourras sûrement bien mieux en parler que moi, parce que c'est quand même justement, pour le coup, on l'a pas dit, mais c'est la première fois qu'Almodovar tourne en langue anglaise et je pense que c'était justement sûrement un des défis qui s'est posé sur ce film-là en particulier. Moi, je vais pourtant essayer de le dire assez. Effectivement, je trouve que effectivement, on est dans un exercice de style où je trouve un peu la phrase un peu dure, mais on pourrait dire qu'on est dans un exercice de style, et en même temps, j'ai l'impression que ça ouvre une porte justement sur le futur d'Almodovar qui pourrait, bien qu'il le fasse très bien quand il tourne en espagnol, justement s'ouvrir à d'autres acteurs, actrices qui ne parlent pas espagnol. Et ici, on sent la collaboration future possible. Ils en parlent d'ailleurs dans un Zoom qui est donné en bonus après. On sent la rencontre qui a fonctionné. Et enfin, tu as raison de parler de cette intelligence de mixer le théâtre et le cinéma dans son décor, dans la façon dont il commence son film. Et je trouve que ça permet complètement d'être en immersion totale, donc d'être dans l'histoire, happé par l'émotion, etc. Et en même temps, ça permet, comme on voit les coutures et l'univers du cinéma, du studio, de jouer avec cette artificialité du cinéma, enfin ce côté, voilà, ça existe et en même temps il y a une distance. Mais et ça redonne
une place au texte. Alors, visiblement, il est très librement adapté de Cocteau. Je ne connais pas du tout la pièce de Cocteau, donc je ne m'aventurerai pas sur ça. Mais notamment dans la manière dont, justement, dans les adaptations que j'ai pu voir, notamment, elle était restée assez statique puisque la conversation se passait au téléphone. Là, le fait d'avoir, grosso modo, tout simplement des écouteurs permet quand même une mobilité au sein du décor. Mais à des moments, il joue très, très, très frontalement on va dire, de jump cut dans des espaces quasiment différents où elle reste assise et joue volontairement de ce passage du temps, alors que la progression de la parole reste ininterrompue. C'est assez intéressant à ce niveau-là où il en joue constamment, quoi. Ce qui est une manière pour moi de mettre en valeur le phrasé et le jeu de Tilda Swinton. Et c'est sûr que je ne sais plus exactement la date de l'écriture de Cocteau, mais je crois que c'est aux alentours des années 1930, donc forcément il y a une différence. Et oui, il en fait un personnage tout à fait, encore une fois, pardon, mais almodovarien, et en lui donnant, parce que oui, chez Cocteau, elle est beaucoup plus soumise, beaucoup plus en attente. Voilà, c'est quelque part une victime d'un amour brisé. Ici, je trouve que dans ce qu'elle crée, Tilda Swinton, et dans comment ils fonctionnent ensemble, on sent, oui, une héroïne tragique, désespérée, prête à tout, qui est au bord de la crise, comme toujours chez lui, mais en même temps, toujours avec une putain de dignité, avec quelque chose qui élève totalement son personnage. Et je trouve qu'il y a toujours du pathos, parce que rupture, parce que complication, parce que qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma vie avec ça, mais toujours elles s'en sortent fortes, dignes, et c'est... Voilà, j'ai pas adoré le film, mais ce que j'admire vraiment de voir je trouve que le cinéma d'Almodovar s'affine de plus en plus vers quelque chose de serein, de tranquille, de sûr de lui. Et en ça, je le trouve assez brillant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, là-dessus. Mais... Pour le coup, je te rejoindrai dessus. Je te dis, les seules réserves que j'ai tiennent peut-être dans la faible durée qui peut-être me laisse un petit peu sur ma faim et reste dans un exercice de style. C'est peut-être une frustration les 30 minutes, mais après avoir passé 6h30 dans l'univers et la tête des frères Russo et de Zack Snyder, c'est un soulagement. Il y a quelque chose d'assez invisible, en tout cas, qui ne saute pas aux yeux. On en parlait pour Palm Springs, ici c'est la même chose. Ça ne saute pas aux yeux du spectateur, c'est pas criant, c'est pas flagrant, et en même temps, il y a quelque chose de toujours en mouvement, pareil. Le fait qu'on n'entende pas la voix qui parle au téléphone, on ne sait même pas si quelqu'un lui répond. C'est-à-dire, on peut s'imaginer qu'elle soliloque, comme je disais en intro, qu'elle imagine tout ça, qu'elle a besoin de parler ou de se faire entendre dire des choses. Et je pense que ça, pour le coup, ça fonctionne encore mieux dans ce dispositif qui lui permet de bouger et de ne pas être statique. Comme le disait Julien, moi je n'ai pas vu le film, mais fatalement c'est un film d'Almodovar qui est donc en lien avec ses autres films évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans le cinéma d'Almodovar, c'est cette manière qu'il a d'arriver à cadrer, à embrasser toutes les psychés de ses personnages, voire parfois toute leur vie, en étant assez concis narrativement parlant, et paradoxalement et en parallèle de ça, à pouvoir prendre le temps de se plonger. Tu parlais de pathos, mais pathos, ça a toujours souvent un côté péjoratif, ce qui n'est jamais le cas rarement le cas chez Almodovar. Donc c'est vraiment cette manière qu'il a de pouvoir être très concis en arrivant à englober des choses qui sont très complexes d'un pur point de vue narratif, et en même temps d'arriver à créer du sentiment et aller le chercher à un tel point qui doit s'étendre et qui doit prendre du temps là-dessus. Et donc en fait ce que vous dites est assez intéressant sur ce sujet-là. Effectivement, qu'il y a du pathos sans jamais être pathétique, et c'est en ça que je voulais m'éloigner justement du péjoratif, du pathos. Quand je parlais d'expérience et de force tranquille aujourd'hui que représente Almodovar, je trouve que les personnages qui sont dans son cinéma ont toujours autant d'ardeur, ils sont toujours aussi jeunes dans leur tête, ils sont toujours aussi entiers, ils sont toujours aussi purs et dévoués à vivre. Je trouve que les acteurs ont l'air couvés, protégés par ce mec en chemise hawaïenne qu'on voit dans le zoom, qui est Pedro. Si, señor. Si, señor. Très bien, merci messieurs pour cette conversation autour d'Almodovar. Contrairement à Zack Snyder, nous allons faire court aujourd'hui.
Nous allons juste vous dire que Transmission 44, malheureusement, ne pleurez pas, c'est terminé pour aujourd'hui. Manu, Lucien, merci. Merci les gars, merci à tous et toutes. On se retrouve bientôt pour un programme spécial avec cette fois-ci Olivier derrière les platines. Pour ne pas rater nos prochaines émissions, n'hésitez pas à vous abonner, nous retrouver sur vos réseaux préférés, Facebook, Twitter, Instagram. En un seul mot, Transmission le podcast. Et vous pouvez écouter tous nos anciens épisodes sur notre site ou sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, PodCloud. Voilà. Merci les gars. Et à bientôt. Salut, bonne soirée.